l'exercice en indépendant, en fait, votre directeur d'école l'a souligné, semble quelque chose d'assez encore peu répandu en Suisse, si j'ai bien compris. Et alors encore, je ne sais pas quel est le dimensionnement, mais en France, actuellement, nous sommes à peine 50. J'en ai dénombré 43 de ceux que j'ai pu aller prendre à droite et à gauche sur Internet ou par les associations avec lesquelles je suis amenée à travailler ou à adhérer. Donc on est vraiment dans quelque chose de très confidentiel, et d'autant plus confidentiel que jusqu'en 2004, en tant qu'assistante de service social, il était absolument interdit d'exercer en indépendant. De même pour les éducateurs spécialisés. Seuls pouvaient intervenir en indépendant les travailleurs sociaux qui conduisaient des actions de tutelle aux majeurs protégés, mais de toute façon, dans ce cas-là, ils se prévalaient du titre de tuteur et non pas de leur titre initial. En 2004, en tout cas pour ce qui est du diplôme d'état d'assistant de service social, il y a eu une réforme qui du coup s'est calée, c'était la 6e réforme, la 4e réforme depuis les années 70, qui s'est calée sur la dimension, sur les lois européennes, puisque en Belgique, au Luxembourg, enfin dans tous les pays d'Europe, l'Italie et du Nord ou du Sud, on peut exercer en tant que travailleur social, en tant qu'assistant social, en libéral. Et pour anecdote, pour vous montrer combien c'est confidentiel, l'exercice du métier est effectivement lui aussi cadré, et donc on doit faire enregistrer son diplôme auprès des autorités ministérielles lorsqu'on sort du diplôme d'État. Donc moi, mon diplôme d'État a été enregistré en 1975, puisque j'ai mon diplôme depuis 1975, mais néanmoins, depuis 3-4 ans, on nous donne un numéro au répertoire ADELI. Alors le répertoire ADELI, c'est un répertoire qui répertorie tous les métiers réglementés, donc psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, assistants sociaux, éducateurs, etc. Et donc je souhaitais avoir ce numéro ADELI dans le cadre de mon activité. J'étais négligente, je ne l'avais pas fait ces 3 dernières années, donc je m'en occupe il y a quelques mois. Et là, la personne absolument charmante que j'ai eue dans les services administratifs de la préfecture m'a dit: écoutez, madame, je ne peux pas vous inscrire en libéral, donc je vais vous mettre salarié de vous-même. Donc je suis salariée de moi-même. Il a enregistré mon cabinet sous son numéro de SIRET, de déclaration d'entreprise, et je suis salariée de moi-même. Vous voyez, c'est à ce point confidentiel que même officiellement, on m'a dit: oui, je sais, la loi l'a prévu, mais nous n'avons pas adapté notre logiciel. Donc on est vraiment dans de l'exercice confidentiel, et après que Jean-Pierre vous a aussi donné quelques éléments, je vous poserai quelques hypothèses du cadre qui fait que peut-être aujourd'hui c'est une nouvelle alternative professionnelle qui s'ouvre en tout cas en France. Pour faire un parallèle, chez nous au Québec, on parle d'environ 225 psychoéducateurs sur 3500 membres de l'ordre, et on parle de plus ou moins 500 travailleurs sociaux sur 8500 membres enregistrés à l'ordre des travailleurs sociaux du Québec. Ça reste une pratique émergente, une pratique qui est faible par rapport au nombre total de professionnels, mais ma position à l'ordre me fait voir que la tendance, elle est là, et que ça va s'accentuer. On va voir dans les prochaines années certainement un nombre croissant de professionnels qui vont choisir de développer une entreprise qui viendra ajouter à l'offre de services des réseaux publics. Alors, un bref rappel historique, je ne vais pas vous faire l'histoire du travail social et de l'action sociale en France, mais simplement peut-être pour comprendre depuis les dernières décennies ce qui a pu se passer pour qu'aujourd'hui, j'ai récemment fait une conférence de la même nature à Besançon, pas trop loin de l'autre côté de la frontière, où il y avait effectivement une vingtaine de personnes qui étaient fortement intéressées, se disant mais on a envie de travailler en indépendant, on n'ose pas, on ne sait pas, et qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui il y ait des éléments de contexte qui peuvent amener à cette pratique émergente. D'une part, depuis l'action sociale en France, depuis Saint-Vincent-de-Paul, on montre encore moins, a fonctionné d'une manière avec des étapes, mais on est dans l'action sociale globale, et puis est intervenu
administration, donc 1988, assurant donc, ça ne fonctionne plus. Donc le revenu minimum d'insertion, RMI, assurant donc un minimum de revenus à des personnes en difficulté. Et ce RMI a très vite, même si on disait RMI, maintenant on dit je sais pas, RSAiste peut-être, puisqu'on est passé du RMI au RSA. Et a très vite démontré que l'intervention sociale globale ne marchait plus et que derrière un bénéficiaire du RMI ou du RSA, derrière son domicile fixe, eh bien, on trouvait des populations extrêmement diverses. Et à ce moment-là, il s'est passé beaucoup de choses autour de l'action sociale en France. On a vu d'une part émerger des nouveaux publics, puisque se sont tournés vers les services sociaux des personnes qui avant ne se tournaient pas vers les services sociaux, puisqu'ils n'avaient droit à rien. Donc on restait dans l'aide, l'assistance, le don, l'aide alimentaire, et puis ça s'en arrêtait là. Donc, nouveau public émergent, un contexte socio-économique, géopolitique important qui a fait qu'effectivement sont également émergées de manière très très forte et de plus en plus forte les personnes sans emploi. Et puis, au regard de ces populations émergentes en nombre fort important, on a vu émerger des nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'en gros, jusque dans les années 90 en France, on avait des assistants sociaux, on avait des éducateurs spécialisés, on avait des animateurs, ce que Jean-Noël Chopard appelait les canoniques du travail social. Et puis tout d'un coup, on a vu apparaître des conseillers en insertion sociale, des conseillers sociaux, des conseillers en insertion professionnelle. Et plus récemment, on a vu émerger, on voit émerger actuellement en France la question de l'aide à domicile, donc des tas de nouveaux travailleurs sociaux qui a considérablement modifié la façon de travailler en France dans l'action sociale. Ce qui se passe aussi, le mouvement qui est engagé, c'est que les travailleurs sociaux, donc continuons à les appeler canoniques, deviennent petit à petit des coordinateurs et on se trouve avec presque 2 niveaux de travailleurs sociaux, même si ce n'est pas encore si flagrant que ça partout, où on a des intervenants sociaux en front office et puis des assistants sociaux, des éducateurs, des animateurs qui sont plus dans le penser du projet global, dans l'intervention territoriale. Et on se trouve donc avec 2 niveaux. Autre point très important de ces dernières années, c'est avec l'apparition de la loi 2002, qui est une loi particulière dite de modernisation sociale, est intervenue de manière très forte, et aujourd'hui on le voit, moi, je fais beaucoup de diagnostics dans les établissements médico-sociaux, dans les institutions, une gestion par l'économique, qui fait que les travailleurs sociaux, quel que soit leur niveau de diplôme, d'expérience et de compétences, ne se retrouvent plus dans les pratiques sociales qui leur sont imposées, dans la réduction des moyens, dans les coopérations obligées. Voilà un contexte qui fait que les travailleurs sociaux de toute nature s'interrogent sur leurs pratiques et sur comment tout ça se raccroche aujourd'hui à ce qui les a amenés à être travailleurs sociaux, à leur fondement éthique et au sens qu'ils veulent donner à leur travail d'intervention sociale. Deuxième point qui est probablement important dans les hypothèses que je pose autour de cette question de l'exercice en indépendant, en privé, ce sont les nouvelles flexibilités, les nouvelles formes de travail que nous trouvons sur notre territoire, avec précarité des contrats. Et ça aujourd'hui, ça vaut pour les travailleurs sociaux. C'est qu'aujourd'hui, quand vous rentrez comme assistant social, éducateur, ou même infirmier d'ailleurs, dans un hôpital, eh bien, vous ne rentrez plus comme titulaire, vous rentrez comme sur un contrat à durée déterminée. Donc précarité des contrats. contrat, flexibilité comme guide de la performance,
Dans le travail social, des carrières linéaires avec des parcours bloqués qui, du coup, limitent la capacité à évoluer, ou alors on voit les travailleurs sociaux fuir ou partir vers d'autres métiers, mais en tout cas, ils quittent le travail social d'origine. Du management par objectif dans les institutions sociales comme dans les entreprises, qui ont pour objet et comme conséquence un mal-être au travail généralisé chez tous les personnels en France, mais chez les travailleurs sociaux aussi, et puis vraiment quelque chose qu'on entend de manière très prégnante, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux aujourd'hui disent qu'ils ont perdu, qu'ils sont en train de perdre leur pouvoir d'agir. On entend souvent nous sommes des marionnettes, nous sommes instrumentalisés, on ne peut plus penser, on doit agir, on doit faire du nombre, on doit faire tant d'entretiens, on doit traiter tant de dossiers, et comme si ça pouvait effectivement avoir un sens dans le contexte aujourd'hui où les mutations ne sont pas achevées. Il est curieux de voir comment, en faisant le parallèle France-Québec, comment plusieurs des éléments qui ont été apportés trouvent écho chez nous. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. À ça, j'ajouterais au Québec un système professionnel qui est en place depuis longtemps et une conjoncture économique qui sont de bons stimulants pour avoir envie de démarrer sa propre entreprise. Parce que d'une part, le système professionnel a intégré des psychoéducateurs depuis 2000 seulement, donc c'est assez récent, c'est pas très ancien. Le fait d'être membre du système professionnel nous donne, nous contraint à être redevable au niveau de l'ordre de nos compétences. Donc, il y a tout un système d'inspection professionnelle, d'inspection des pratiques, et c'est vrai pour toutes les professions, et donc forcément on n'y échappe pas. Par ailleurs, il y a une reconnaissance accrue au plan social. Le psychoéducateur, je crois, a atteint un statut de reconnaissance professionnelle qu'il n'avait pas auparavant. Donc, c'est un élément qui a joué. Et il y a aussi la solidarité des membres de l'ordre qui a permis de développer un fonds d'assurance responsabilité professionnelle auquel on a l'obligation de souscrire et qui vient en quelque sorte garantir à la population que les membres de l'ordre sont bien compétents, sont bien suivis dans leur pratique, et si toutefois elles estimaient qu'elles ont été lésées par l'intervention qui leur a été prodiguée, elles ont un recours auprès d'une instance qui est là pour en assurer la protection. La conjoncture économique du Québec fait en sorte qu'il est plus difficile pour les jeunes professionnels arrivant sur le marché du travail d'obtenir un emploi bien rémunéré et avec de bonnes conditions, et sur un horaire avec des heures de travail suffisantes pour se garantir un revenu convenable. Alors les jeunes ont de l'énergie, ont de l'enthousiasme, sont créatifs, et commencent à envisager que si le milieu public ne peut pas leur offrir un emploi, peut-être qu'eux-mêmes pourront se le développer. Et on voit chez les jeunes psychoéducateurs de plus en plus des nouveaux projets de services qui sont mis en place et qui sont développés.